donc celle-ci dans une dernière partie à partir de la lutte des livreurs nantais. Oui, bonjour à tous. Il est vrai qu'après une présentation pareille qui nous donne un petit peu l'image d'un capital extrêmement puissant, qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, en fait, on peut faire quelque chose. En fait, l'utopie réactionnaire que représente un petit peu ce capitalisme des plateformes, on peut le résumer à un conflit qui est assez classique. Ce conflit, c'est juste le capital fixe contre le travail vivant. Presque, on pourrait dire le travail mort contre le travail vivant. La part du circuit du capitalisme sur lequel nous pouvons jouer est justement celle où intervient la force de travail de ces travailleurs. Et cet élément-là, il doit être présent dans la façon dont nous envisageons une question qui est assez compliquée. Parce que si vous voyez un petit peu tous les obstacles pour organiser une lutte, vous voyez bien que déjà dans une entreprise, ce n'est pas évident, mais avec un public extrêmement morcelé, avec des conditions de travail et de circulation qui sont absolument hétérogènes, il semble presque impossible, et c'est un pari militant qui n'est pas évident. Et pourtant, un certain nombre de camarades et de collègues donc des livreurs ont essayé, d'enrayer un petit peu cette pente en essayant d'abord de résister, en essayant d'abord de s'organiser. Du coup, ça nous pose à nous, en tant que révolutionnaires, deux choses. Un petit peu des énigmes un petit peu, qui sont importantes. C'est la grande angoisse pour des militants révolutionnaires, c'est savoir quand est-ce qu'il y a une situation révolutionnaire. Mais il y a une autre question qui est sous-jacente, c'est quand le prolétariat existe, mais saurons-nous le reconnaître? Et aujourd'hui, on le voit sous une autre forme aujourd'hui. Il apparaît, et ce n'est pas simplement la condition ouvrière d'exploitation dans les entreprises, mais c'est aussi une expérience politique. Et du coup, c'est ça un petit peu qui est un peu au cœur des choses. Si l'on voit l'ensemble des présentations qui nous ont donné, en gros, tout le schéma général de développement du capitalisme, on voit qu'il y a un certain nombre de problèmes que je vais poser, et après on va voir comment l'intervention militante, en fait, elle s'est construite sur ces problèmes politiques. Tout d'abord, on l'a dit assez souvent, là, de différentes formes en fonction des parties de l'exposé, il y a l'enjeu de la déconstruction et reconstruction du rapport salarial. Donc évidemment, c'est ça en fait qui est absolument déterminant. Le fait qu'il soit auto-entrepreneur n'est qu'un aspect qu'il a pour masquer en fait le véritable rapport politique et social qui est un rapport de salariat. Et c'est quelque chose qui peut être, tout à fait appuyé, leurs uniformes, leur caractère, leurs interventions générales, y compris les méthodes de licenciement, les méthodes, y compris des ordres, le fait de pouvoir prendre des vacances, des injonctions qui sont données, donne quand même un aspect extérieur qui ressemble beaucoup à des conditions de salarié. Mais ce n'est pas le seul aspect, qu'il faut un petit peu comprendre. Un des camarades livreurs, lors des premières assemblées, on essayait de voir qu'est-ce que ça voudrait dire organiser des collègues. Et il a trouvé une image qui était issue de sa propre expérience. Il disait, nous sommes dans une usine, mais une usine qui n'a pas de mur. Je pense que derrière cette rencontre, intuitive, il y a une pensée extrêmement profonde. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on a essayé d'organiser les travailleurs, nous nous sommes rendus compte que derrière tous ces spots, les endroits où ils se croisaient, il n'y avait pas simplement des unités qui étaient morcelées, mais il y avait aussi beaucoup d'expériences politiques antérieures même à leurs conditions de livreurs qui commençaient un petit peu à se rencontrer. Alors, tous les problèmes, évidemment, ont été posés. Et vous les voyez assez évidemment. Lorsqu'on a des salaires et donc des commandes qui sont des prix à la pièce, ça pose énormément de problèmes. Du comment formuler, en fait, des revendications pour mettre un petit peu au taquet des gens qui, malgré leurs conditions d'exploitation très fortes, ont quand même des disparités. Alors, juste pour modeler un certain nombre de choses, dans les exposés, on vous a parlé beaucoup du contrôle social. Et ce contrôle social n'est pas qu'un contrôle technique, il est aussi un contrôle totalement organisé, y compris par des vrais contremaîtres. Le système de location et de sous-location de comptes, donc qui permet à des travailleurs en situation régulière de pouvoir travailler, en fait, il existe un système de contrôle avec, l'équivalent de managers qui sont parfois liés aux plateformes et parfois à d'autres réseaux de solidarité et parfois de contraintes, parce que vous voyez bien qu'il y a une zone grise dans ce que peut être la location des comptes. Et évidemment, l'aspect, qui va rendre cette lutte-là extrêmement compliquée, pas simplement à Nantes, mais aussi dans énormément de villes de France, et pas simplement, parce qu'y compris nous avons l'exemple de l'Italie, il y a un camarade qui est là et qui pourrait nous parler un peu de l'expérience très intéressante, c'est qu'évidemment, ce sont les travailleurs sans papier. Donc, du coup, vous voyez bien les obstacles devant nous, c'est organiser des gens qui sont sur des points éclatés, qui ont des conditions différenciées,
qui sont en concurrence les uns avec les autres, qui ont des salaires extrêmement bas et qui en plus sont dans une situation illégale. Donc, en plus de tout ce que nous ont présenté les camarades en amont. Du coup, quelles ont été les méthodes? C'est là, en fait, on se rend compte que le prolétariat, c'est compliqué. C'est pas juste, comment dire, une conscience sociale, bien sûr, c'est aussi des expériences politiques. Et les méthodes, en fait, qui ont été utilisées par les camarades, ce sont des méthodes qui ont été apprises dans leur passé et qui ont été, comment dire, généralisées et qui ont été discutées. Faire grève, évidemment, c'était quelque chose qui était à la portée de tout le monde. Tout le monde voyait bien comment on pouvait faire une grève. Le problème, c'est pour qu'une grève soit efficace, il ne faut pas simplement qu'elle soit sur un lieu, pas simplement pour viser une seule plateforme, mais viser l'ensemble des plateformes, les deux principales et une autre qui a un autre statut particulier. Bien. Du coup, comment créer ce rapport de force? Donc, des grèves, mais c'est surtout en fait par des démonstrations publiques et surtout l'interpellation, comment dire, à la fois des gens qui font les commandes, mais aussi des restaurateurs, que ça poussé à l'urgence d'une campagne politique, c'est-à-dire comment s'adresser pour ne pas rester isolé en tant que travailleur, producteur, employons ce terme-là un peu plus général, qui sera peut-être plus précis pour décrire un peu la condition des collègues, pour essayer de créer des liens, c'est-à-dire en fait de rentrer dans le débat politique en essayant d'imposer un certain nombre de revendications. Sur Nantes, en fait, et d'ailleurs, ça va être quelque chose, puisque la ville de Nantes est une expérience pilote, avec un arrêté municipal qui risque d'être reproduit sur Paris, Lyon, Marseille, etc. Donc, les mairies en discutent un petit peu, et d'ailleurs, le discutent dans ces termes-là. L'idée d'interdire, en fait, le centre-ville pour les scooters thermiques, c'est à la fois pour garantir un espace ouvert au tourisme, etc., mais c'est aussi pour la visibilité de tous ces travailleurs qui viennent souvent de loin, qui se concentrent, qui font un petit peu tâche dans le décor qu'on essaie de nous vendre de centre-ville absolument aseptisé. Donc, il y a aussi une politique, comment dire, raciste, il faut dire tel que c'est. Il y a la question de l'esclavage qui est un petit peu sous-tendue avec des conditions absolument inhumaines de travail. Je le rappelle simplement pour que les gens visualisent bien. Aujourd'hui, les livreurs, dans les conditions dans lesquelles ils sont, arrivent à dégager entre 7 et 12 euros par jour. Donc voilà, et avec ça, ils doivent vivre, payer des charges, des dettes, etc. Donc, vous voyez bien le genre de problème. Alors, quelles ont été les méthodes? Il y a eu des manifestations en scooter, 200, en novembre. Donc, première prise en forme de « nous sommes quelque chose, nous sommes une force ». Puis après, il y a eu des discussions sur les possibilités d'une grève. Puis, en fait, surtout, ça s'est concentré sur une bagarre politique qui était contre la mairie avec cet arrêté municipal, qui interdisait, de fait, comment dire, aux livreurs de pouvoir comment dire, manger et pouvoir vivre de leur travail. En fait, le calcul, il est simple. Il y a une espèce d'alliance objective entre les plateformes et le pouvoir politique pour essayer de drainer et comment dire, expulser tous ces sans-papiers qui avaient trouvé du travail, toute cette vague qui est arrivée à partir de 2015, qui s'installe dans ce pays, et à juste titre, le pays où on vit et le pays où on travaille, c'est le pays dont on est effectivement tout à fait partie prenante. Et bien en fait, là, il y avait toute une poussée pour les sortir du marché, parce que c'est un marché qui s'est développé beaucoup trop vite. Et donc la valve de régulation, cette espèce de volant humain, eh bien en fait, fait qu'aujourd'hui, sur une ville comme Nantes, qui n'est pas la plus grande de France, vous le savez, vous avez à peu près 600 familles qui aujourd'hui se retrouvent avec des revenus qui sont divisés par 2 ou par 3. Donc, ces éléments-là étant posés, quelles ont été les méthodes qui ont été utilisées? Tout d'abord, il y a eu le fait d'essayer de coordonner des militants et des travailleurs qui ne parlaient pas tous la même langue. Donc, il a fallu trouver un certain nombre d'astuces, où à la fois on devait faire de l'écrit et de l'audio. Donc, à la fois, comment dire, des tracts WhatsApp, donc parfois multilingues, parfois en français, lus lentement pour que tous les collègues puissent se comprendre, parce que voilà, il n'y a pas que des langues internationales comme l'arabe, parce que quand on le parle dans le Maghreb ou au Soudan, il y a des nuances très importantes qui font que ce n'est pas toujours facile. Mais ça a aussi, surtout, été des méthodes d'organisation. Alors, dans une des vidéos que vous avez vues, il y a eu, par exemple, l'exemple de la chaîne. Je reviens juste sur cet aspect-là. En fait, c'est des méthodes d'organisation qui ont été utilisées par les camarades lors de leur périple pour rejoindre l'Europe. En fait, dans les camps de rétention qu'ils pouvaient avoir, en Libye, en Espagne, en Italie ou ailleurs, en fait, cette méthode-là permettait deux choses. Tout d'abord, d'intervenir en tant que collectif uni et en même temps de permettre une régulation en fait, de la manifestation, d'éviter des débordements et d'éviter que les camarades soient attrapés par des forces de répression. En fait, cette méthode-là, elle a été utilisée et nous a permis en fait d'apparaître lors des expériences où on essayait de
de contacter avec grand succès d'ailleurs les restaurateurs qui étaient solidaires pour une très grande partie des revendications des livreurs, de montrer pas simplement une manifestation classique, mais des gens qui étaient organisés d'une façon un petit peu différente, et ça a beaucoup touché ici localement. Je terminerai sur deux, trois petits points, qui ne sont pas des détails, sur le type de bagarre que ça engage. Le fait de reconstruire le rapport salarial, le fait de poser la question de la légalité même, de leur statut, sans parler en plus du caractère illégal souvent de leur séjour dans ce pays. En fait, l'aspect juridique est essentiel. Du coup, évidemment, lorsqu'on parle d'aspect juridique, il y a plusieurs dimensions. D'abord, qui négocie, donc avec un débat très important parmi les livreurs aujourd'hui sur la question de l'organisation en collectif, en syndicat, donc avec aussi l'expérience de sections de la CGT qui se construisent, qui le regardent d'un bon œil, mais qui ont des avantages et des inconvénients qu'on pourrait par ailleurs discuter. Mais il y a aussi une autre dimension, cette dimension juridique, évidemment, c'est le fait que la reconnaissance du statut salarié permettrait en fait aussi de pouvoir faciliter la régularisation de ces milliers, je dis bien des milliers de travailleurs sans papier qui aujourd'hui sont des prolétaires comme vous et moi, qui vivons de leur force de travail, qui mériteraient tout à fait de vivre ici. Donc, les aspects juridiques, en fait, il est de plusieurs dimensions. Tout d'abord, il y a la question du type de contrat, donc la question du statut salarié. Des pistes, nous en avons plusieurs. Une importante, c'est de considérer que l'application en tant que telle peut être considérée comme une forme de contrainte qui crée un lien de subordination qui pourrait être une forme de contrat salarial. Parce que de fait, lorsque vous êtes licencié ou exclu des réseaux des plateformes, en fait, on vous sort de l'application, on désinstalle l'application, on perd votre historique, etc. Du coup, là, il y a des arguments, etc., qui seraient sans doute à poser. Un autre aspect, évidemment, de la bagarre juridique, c'est le fait de reconnaître le droit de grève pour des gens qui sont auto-entrepreneurs. Et du coup, là, il y a une bagarre politique sur le fait d'imposer qu'est-ce que ça veut dire une grève pour des gens qui ont un statut, si on va un peu trop vite et qu'on est un peu paresseux, qui pourrait être assimilé à celui d'un artisan, d'un auto-entrepreneur. Donc là, vous voyez bien que la réalité est assez différente et nous impose quelque chose, de beaucoup plus inventif. Et sur la question, des problèmes juridiques, il y a évidemment le lien avec les organisations syndicales et les organisations politiques. Parce qu'évidemment, il y a la question de la collecte de fonds pour payer l'équipe juridique, il y a la question de la dimension générale, et en fait, lorsque les camarades du collectif des livreurs sont arrivés en cortège après avoir évité l'arrestation par la police qui ne voulait pas qu'on aille manifester, parce que là, ça a été un petit peu sport, mais finalement, le truc s'est bien géré. En fait, l'accueil qui a été fait par les travailleurs au 1er mai absolument extrêmement chaleureux, parce que de fait, les travailleurs conscients qui étaient là voyaient bien qu'en fait, les travailleurs et les livreurs qui étaient devant eux, en fait, c'est l'avenir du capitalisme et c'est sans doute l'avenir des conditions qu'on veut nous faire subir. Du coup, je terminerai juste sur un autre point qui est aussi important, sur la question de la dégradation et des conditions de travail. Ça rejoint des questions qui sont politiques, qui sont juridiques, etc. Ils ne sont pas des détails. C'est la question de l'augmentation absolument dramatique des accidents, et souvent mortels. Et donc aujourd'hui, dans n'importe quel collectif, vous avez des camarades, dans notre collectif, nous avons des camarades qui sont blessés, qui ont des fractures qui ne sont pas réparées, et d'autres qui ne peuvent plus travailler. Sans compter les camarades qui ont attrapé le Covid, qui n'ont plus de respiration, de souffle suffisant pour pouvoir assurer même, par exemple, un travail en ligne. Donc, en fait, vous voyez bien que l'ensemble de ces contradictions, elles se condensent en fait dans cette lutte-là, qui n'est pas une lutte exemplaire, mais qui est une lutte, qui nous donne un peu ce que va être peut-être le nouveau climat social. Pourquoi je dis ça? Parce que s'il a été possible pour nous de créer des liens, c'est parce qu'antérieurement, nous avions des liens avec la bagarre, des migrants et des sans-papiers. Donc, des liens militants qui ont perduré. Mais en fait, il ne faut pas fétichiser le travail, à l'intérieur du milieu des livreurs. Les livreurs eux-mêmes, aujourd'hui, le savent. Ils cumulent souvent 2 ou 3 boulots pour pouvoir survivre, quoi. Et ils sont dans l'agroalimentaire et dans toutes les boîtes difficiles. Et bien entendu, un jour, ils quitteront ce travail-là pour rejoindre aussi leurs collègues qui font partie de cette grande classe ouvrière qui est évidemment multicolore et internationale. Je vous remercie. Je vais laisser maintenant la parole à Mousse. Oui, bonjour à tous. En fait, je ne vais pas rentrer dans le nez du sujet parce que là, les conditions de travail, tout le monde les connaît aujourd'hui. Je suis là pour évoquer comment on arrive à s'organiser et comment c'est un peu difficile pour nous à s'organiser.
Et du coup, on a plein de soucis à travers ce point. Parce que parmi nous, vous savez, beaucoup de nos amis, ils sont dans les difficultés, ils n'ont pas de papier. Ils ont soulevé les comptes avec qui ils travaillent, donc ils n'arrivent pas à se manifester publiquement pour mener ce combat avec nous. Nous, on le fait aujourd'hui parce qu'on n'a pas d'autre choix, il faut qu'on le fasse. Il y a ce problème-là, il y en a aussi qui sont blessés, qui veulent nous rejoindre dans ce combat, mais ils n'arrivent pas à sortir parce qu'ils sont blessés. Et c'est un peu difficile pour nous aujourd'hui de faire sortir tous les livreurs de Nantes pour que nous battons pour la même cause. Du coup, on essaie de mettre des trucs en place. On a essayé déjà de mettre des trucs en place. C'est-à-dire, on a fait des grèves, des manifestations, des conférences de presse. On a été voir la mairie pour discuter avec eux, pour voir s'ils peuvent nous aider à changer notre condition de travail aujourd'hui, parce que c'est devenu un calvaire pour nous aujourd'hui. Et il y a tout ça. Mais depuis la rencontre avec la mairie, on n'a pas de réponse de leur part. Et puis voilà, après, ça fait presque 2 mois maintenant, on n'a toujours pas de réponse de leur part. On se bat aujourd'hui on lutte aujourd'hui pour mettre des choses en place, mettre les conditions de travail nécessaires pour nous, les travailleurs indépendants aujourd'hui. Parce que le statut auto-entrepreneur aujourd'hui, c'est juste du papier maintenant. C'est juste sur le papier auto-entrepreneur. Ça ne veut rien dire. Ça veut tout simplement rien dire aujourd'hui. On se bat pour mettre en place des bonnes conditions de travail aujourd'hui, avec l'aide de certaines de nos amis, y compris la MPA qui est avec nous aujourd'hui, qui se bat à côté de nous aujourd'hui. Et il y a plein de choses à dire. Je ne peux pas tout dire parce qu'il y a un temps qui est compté. Et voilà, le combat, quand même, il est en place. On a essayé de rentrer avec des avocats sur place pour en discuter, voir comment ça va se passer pour attaquer en fait l'arrêté municipal qui a été imposé, je vais dire imposé, parce que ça, il n'y a pas eu de concertation, ni les restaurateurs, ni nous les livreurs qui sont concernés par cet arrêté, on n'a pas été concertés. Donc on se bat, on essaie de faire des choses pour que ça aille de l'avant, pour qu'on sorte de ce carcan. Voilà, je ne vais pas trop tarder sur la parole. Il y a une autre collègue qui est là qui va un peu expliquer aussi ce qui s'est passé.